Kaéré à toutes et tous. La dernière fois, on m'a demandé de parler d'Alexandre le Grand. Le souci, c'est que c'est un sujet très vaste. Vous voulez que je parle d'Alexandre le Grand d'un point de vue psychologique, de parler de son histoire, de son parcours, de sa prime jeunesse jusqu'à sa mort, parler d'une partie de sa vie, parler d'une bataille, parler de sa manière d'administrer, son rapport aux Macédoniens, son rapport aux Perses, au peuple conquis. Bref, il y a tout un ensemble de sujets possibles quand on parle d'Alexandre le Grand. Et surtout, si je voulais parler d'Alexandre le Grand, il fallait d'abord que je parle de son ennemi, de son grand ennemi, l'Empire perse. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous parler de l'Empire perse, et je vous laisse en commentaire me proposer, et je choisirai parmi les 3 premiers, comme d'habitude, 3 sujets différents portant sur Alexandre le Grand. Et dans 2 jours, je vous présenterai une vidéo sur ce sujet-là. Voilà. Alors c'est parti pour parler de l'Empire perse achéménide. Alors on va revenir un petit peu à la base. Qui sont les Perses? Ce sont des peuples qui, durant l'Antiquité, étaient des cavaliers archers d'un point de vue militaire. Ils étaient nomades jusqu'au Xe siècle avant Jésus-Christ et progressivement ils se sont fixés dans le nord puis le sud de l'Iran actuel. Donc on est en plein cœur du Moyen-Orient et on n'est pas très loin des empires babyloniens, assyriens, puis mèdes. Si ces noms ne vous disent rien, ne vous en faites pas, je ne vais pas trop traiter de ces civilisations assez anciennes issues du bassin mésopotamien, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander et je pourrai vous en parler. Alors, les Perses, on commence réellement à en entendre parler lorsque ces derniers vont prendre le pouvoir sur les anciens empires de Mésopotamie. Et ça a lieu au milieu du VIe siècle avant notre ère. En fait, au milieu du VIe siècle avant notre ère, les Perses sont dominés par ce qu'on appelle les Mèdes. Alors les Mèdes, ils règnent sur un empire assez grand qui englobe, on va dire, un bon bout de l'Iran actuel, l'Irak, un petit peu de l'Asie mineure, jusqu'en Syrie. Et ces Mèdes, ils dominent les Perses. Et les Perses n'acceptent pas cette domination. Du moins, c'est ce que nous dit Hérodote. Et c'est comme ça qu'un des petits-fils, donc par la fille, un des petits-fils de l'empereur des Mèdes, qui s'appelle Astiage, cet empereur Mède va avoir un petit-fils, et ce petit-fils est un Perse. En fait, il a marié sa fille au roi des Perses pour les dominer, et donc il a un petit-fils, et ce petit-fils s'appelle Cyrus. Désolé, j'étais un petit peu confus. Et Cyrus, lorsqu'il atteint la majorité et qu'il prend le pouvoir en 559, Cyrus, très rapidement, va s'opposer à son grand-père. Alors Hérodote nous en fait un récit très précis. Pareil, si ça vous intéresse la vie de Cyrus en détail, c'est une vie assez passionnante, n'hésitez pas à me demander. Ce qu'il faut retenir pour la création de l'Empire perse, c'est que c'est Cyrus qui, pour la première fois, va renverser l'ordre des choses. Il va rassembler ses forces, et entre 553 et 550, il va faire la guerre à son grand-père, Astiage, le renverser. Il ne va pas l'exécuter, au contraire, il va lui mettre un petit peu une retraite dorée. Il va récupérer l'administration de l'Empire Mède à son compte, puis il va commencer à l'étendre. Donc Cyrus va commencer à porter le nom de Cyrus le Grand. Là, c'était Cyrus II. Et Cyrus va très progressivement étendre son empire vers l'est et vers l'ouest. En direction de l'ouest, il va notamment vaincre un roi qui est légendaire dans le monde grec, c'est le roi Crésus. Vous connaissez peut-être le terme, le dicton « être riche comme Crésus », ça vient du nom d'un roi de Lydie. Donc la Lydie, c'est en Asie mineure, donc c'est en Turquie actuelle. Il était roi de Sardes, et à côté de Sardes coulait un fleuve qui acheminait de l'or, du nom de Pactole. D'où toucher le Pactole. Et ce roi Crésus, qui est très puissant, était le beau-frère d'Astiage. Donc il s'oppose à l'ascension de Cyrus, il essaye de devenir autonome, il y a un conflit qui éclate entre les deux belligérants, et si je me rappelle bien, 547, 546, un truc comme ça, Cyrus va vaincre Crésus, et il va étendre sa domination jusqu'à la mer Égée. C'est la première fois que les Perses entrent en contact avec le monde grec, et notamment les cités grecques d'Asie mineure, les cités ioniennes, qui sont situées dans cette zone géographique, par exemple Éphèse, Halicarnasse, la cité de Troie, Lyon, elle est là-bas, enfin bref. Et les Grecs vont commencer à devoir payer un impôt
à ce roi des rois, puisque c'est la titulature que va prendre Cyrus, roi des rois. J'expliquerai ce pan-là un petit peu après avoir fait un petit fil chronologique. Alors Cyrus va continuer ses guerres, il va finir par vaincre les Babyloniens, donc il va récupérer la ville de Babylone, qui était la ville la plus puissante et la plus riche de Mésopotamie à cette époque. D'ailleurs, c'est très fameux comme épisode, puisque dans la Bible, on en parle, on dit que les Perses vont libérer les Juifs qui avaient été déportés par les Babyloniens d'Israël, donc actuel, donc de Palestine, en direction de Babylone, et Cyrus va leur permettre de rentrer chez eux. Donc Cyrus est un personnage très apprécié par le peuple juif. Alors, il continue à étendre sa domination, notamment jusqu'au Levant, et en direction de l'Est, eh bien, il étend sa domination jusqu'à l'Inde, donc en fait, il va jusqu'au Pakistan actuel, et il part en direction du nord-est, en direction de l'Amoudaria, ce qu'on appelle l'Oxus à l'époque, et il va passer l'Oxus, il va passer en Transoxiane, et il va affronter les peuples des steppes. Et c'est là-bas qu'il va mourir dans une bataille face à la reine Tomiris. Voilà, tout ça c'est une histoire assez particulière et assez riche. En tout cas, Cyrus a été le fondateur d'un immense empire qu'il va léguer à son fils Cambyse. Cambyse, lorsqu'il atteint la souveraineté, il va continuer l'œuvre de conquête de son père, et notamment en direction du dernier grand empire frontalier à l'empire perse, l'Égypte. Donc c'est Cambyse qui va annexer l'Égypte, et après cette annexion, il va tenter d'annexer toute la Libye et l'Éthiopie. Alors il va être vaincu, il va avoir plusieurs déboires. Finalement, il passe tellement de temps en Égypte qu'il est renversé par son propre peuple. Il doit donc revenir dans sa capitale, mais sur le retour, il va attraper la gangrène suite à une blessure de guerre ou de chasse, je ne sais plus trop, et il meurt en 522. Et c'est là que un cousin va prendre le pouvoir, puisqu'en fait il y a une lutte de succession, et finalement c'est un cousin qui va prendre le pouvoir du nom de Darius. Donc Darius, c'est un nom que vous devriez connaître, puisque Darius, c'est le premier grand ennemi des Grecs, puisque c'est lui qui, pour la première fois, va venir envahir le territoire des cités-États grecs. Et c'est pour ça qu'on en parle. Darius Ier, donc dit aussi Darius le Grand, va stabiliser l'Empire. Contrairement à ses prédécesseurs, à Cyrus ou à Cambyse, il ne va pas chercher à l'étendre de manière violente. Il va faire quelques conquêtes, et je vais en parler, mais surtout la grande œuvre de Darius, ça va être de créer une institution stable pour que son empire devienne périn. Et ça va bien fonctionner. Alors, il y avait des choses qui ont déjà été mises en place sous Cyrus et sous Cambyse, mais c'est Darius qui va les concrétiser. Tout d'abord, plusieurs éléments. Il reprend lui aussi cette titulature de roi des rois. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il est roi, mais il ne gouverne pas directement sur les territoires. Il a d'autres rois, des dynasties locales, qu'il maintient en place et dont il va se poser comme le protecteur. Et pour les protéger, il va envoyer sur ces territoires ce qu'on appelle des satrapes, des gouverneurs. Donc sous Darius, on va diviser l'intégralité du territoire de l'Empire, qui à présent va de la Turquie au Pakistan actuel et de l'Ouzbékistan actuel jusqu'à l'Égypte. C'est un immense empire. Je peux vous citer tous les pays. Alors attendez, allez on s'amuse. On cite tous les pays actuels qui étaient dans l'Empire perse. Donc c'est un territoire qui faisait plus de 7,5 millions de kilomètres carrés. Donc c'était le plus grand empire qu'ait connu l'Antiquité, du moins à cette époque. Et ce territoire comprenait donc la Turquie actuelle, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, donc la Syrie, le Liban, la Palestine, Israël, Jordanie, Égypte, des bouts de la Libye, des bouts du Soudan. Je repars donc Irak, le nord de l'Arabie Saoudite, l'Iran évidemment, c'est le cœur de l'empire, et du coup je passe de l'autre côté, Turkménistan, un petit bout de l'Ouzbékistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan. Voilà. Je crois que j'en ai oublié aucun. Donc c'est un immense empire, et il va diviser cet empire en ce qu'on appelle des satrapies. Donc il y en a plusieurs, je crois 26 si je me rappelle bien. Hérodote les cite toutes, Hérodote va vraiment bien nous parler de cet empire, et il envoie des satrapes. Et ces satrapes sont destinés à protéger les territoires conquis.
Alors c'est un petit peu particulier. En fait, on laisse aux aristocraties locales, on laisse certaines royautés locales diriger, avoir une part d'autonomie, mais de l'autre côté, les Perses s'attribuent quelques éléments. D'abord, ils nomment donc des satrapes qui sont des gouverneurs qui sont là pour protéger le territoire. En réalité, ils vont avoir des forces militaires qui vont imposer l'autorité de l'Empire perse. Et en échange de cette protection, les territoires doivent payer un tribut au roi des rois, et souvent un tribut en or. Ce tribut en or va permettre à l'Empire de fonder un système monétaire commun, même si certaines monnaies ont continué à circuler au sein de l'Empire, mais on va dire que la royauté va canaliser et centraliser l'or dans son territoire. Donc déjà, il y a une politique de l'or. Deuxième chose, quand on ne peut pas payer, les territoires vont devoir céder une part de leurs ressources agricoles à l'aristocratie perse. Pourquoi? Parce que c'est cette aristocratie perse qui, à l'aide de ses bénéfices, va financer l'armée. Donc, en fait, on va déposséder les autorités locales de l'aspect militaire, politique extérieure et monétaire pour leur laisser tout le reste. Une bonne part du juridique, une bonne part du législatif, des traditions locales, de la religion et des langues. On a très souvent qualifié cet empire perse comme étant un empire très tolérant d'un point de vue religieux, et c'est vrai, puisque les Perses n'ont jamais cherché à asseoir leur domination par une domination culturelle, ethnique ou religieuse. Par contre, ils mettaient dans des postes clés des gens de leur aristocratie, donc perse ou mède, puisque très vite, par exemple, je ne l'ai pas dit, mais Cyrus s'est marié à une mède, donc il a récupéré l'héritage des mèdes. Et cette aristocratie, elle va s'implanter un petit peu partout, et elle va s'insérer dans plein de lignages différents. C'est ainsi que progressivement, cet empire achéménide, puisqu'il prend sous Darius le nom d'Achéménès, c'est-à-dire un des ancêtres de Cyrus le Grand, et cet empire achéménide va commencer à se stabiliser. Et donc ça se met dans le long terme. Alors, les satrapes, je vous ai dit, alors il y a plusieurs choses, ils vont avoir une part sur le territoire de contrôle d'un point de vue fiscal, ils vont avoir une part de contrôle militaire, ils vont contrôler aussi les communications, les voies de communication, ce qui fait que n'importe quelle dynaste locale est obligée de passer par les voies de communication perses pour se déplacer, et ils gèrent aussi la politique extérieure. Ainsi, c'est le satrape de Lydie, donc d'Asie mineure, qui s'occupe de la gestion des conflits, notamment avec les Grecs. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit élément d'ensemble. Alors, le roi des rois, quant à lui, conserve plusieurs éléments. D'abord, il conserve le centre de l'Empire, la Perse, évidemment. Mais en plus de cela, on considère que là où est le roi, eh bien, là est le centre de l'Empire. Donc, de manière symbolique, quand le roi des rois se déplace, l'Empire se déplace avec lui. Alors, même si le roi des rois, notamment Darius, a fondé une capitale, Persépolis, en réalité, la cour alternait entre 4 grandes villes qui étaient en Irak ou en Iran actuel, donc Ecbatane, Suse, Persépolis et évidemment Babylone, qui va devenir une des villes les plus importantes de cet empire. Et enfin, ce roi des rois va se déplacer en personne pour mater des rébellions. C'est son rôle de mater les rébellions et de maintenir l'empire, et aussi pour étendre ce dernier. Et notamment, Darius, il va s'intéresser à l'Occident. C'est lui qui va passer pour la première fois le pont Euxin, donc la mer Égée, et il va venir sur le territoire de la Grèce actuelle et de la Bulgarie. Il va arriver dans cette zone géographique, faire la guerre aux Scythes, donc il va aller jusqu'au Danube, avec plus ou moins de succès, soumettre à un tribut la Macédoine et une grande partie des territoires des peuples thraces. Donc en fait, l'Empire perse commence à se diriger dans cette zone, et c'est pas un hasard, c'est parce qu'il souhaite, en cette fin du VIe siècle, acquérir des denrées alimentaires et des denrées commerciales provenant de la mer Noire. Et pour la contrôler, il faut contrôler le pont Euxin. Et très vite, les commerçants grecs vont être dépassés par les commerçants phéniciens qui sont à la solde des Perses. Et c'est ça qui va provoquer ce qu'on appelle les révoltes d'Ionie, puis les guerres médiques. Donc je ne vais pas parler des guerres médiques, mais le nom des guerres médiques, guerre contre les Mèdes, viennent d'un conflit à la base commerciale en mer Égée, opposant les cités d'Ionie à cet immense empire achéménide. Et c'est ça que nous raconte Hérodote. Hérodote essaye de comprendre pourquoi ces deux mondes se sont confrontés et pourquoi les Grecs ont gagné, et comment surtout.
Et ça, c'est à la base, c'est ce que je disais dans la première vidéo de nos rendez-vous Corona culturels, c'est à la base de la naissance de l'histoire. Alors, je continue un petit peu l'histoire de cet empire perse. Darius ne va pas réussir finalement à soumettre les cités grecques continentales. Il va soumettre uniquement les cités grecques des îles des Cyclades, de Délos et d'Asie mineure, mais il va être battu à Marathon. Et c'est son fils, Xerxès, qui va continuer le rêve à partir de 486. Alors il va mater une première révolte en Égypte, puisque l'Égypte essaye de se révolter à plusieurs reprises face à l'empire achéménide, et finalement c'est Xerxès qui va changer un petit peu la politique des Perses. Puisque ça fait déjà plusieurs années que l'empire est fondé, ça fait déjà plus de 80 ans, eh bien Xerxès, ce qu'il va faire, c'est qu'il va durcir un petit peu le régime, notamment, il y avait une grande tolérance religieuse jusqu'alors, eh bien Xerxès, lorsqu'il y a des rébellions, il va se permettre de détruire des sanctuaires, chose qui ne se faisait pas du tout avant. Il va détruire des grands sanctuaires pour mater les révoltes et dissuader d'autres populations de se révolter. C'est ce qu'il va faire en Égypte, et c'est ce qu'il va faire aussi en Grèce, puisqu'il va mener une immense invasion du territoire grec, c'est ce qu'on appelle la Deuxième Guerre médique. En 480, il va même s'emparer de la ville d'Athènes, et il va la raser, et raser tout l'ensemble du Parthénon. Bon, la suite de l'histoire, vous la connaissez peut-être ou non, dans ce cas-là, il faudra faire un sujet complet sur les guerres médiques, mais la suite de l'histoire, elle est simple. Les Perses finissent par être vaincus sur mer par les Grecs, puis sur terre, et Xerxès Ier va décider de rentrer en Perse. Finalement, le front grec est un front un peu secondaire. D'ailleurs, les échecs de Darius et de Xerxès en Grèce continentale ne sont pas mentionnés dans les sources perses, donc dans les inscriptions royales. Évidemment, le roi ne va pas se vanter d'avoir été vaincu, et de manière générale, ça n'a pas semblé avoir déstabilisé l'Empire. Tout au moins, ça a été une excursion un petit peu défectueuse, qui a coûté un peu cher à l'Empire, mais l'Empire est assez stable pour survivre à ce type d'échec. Et d'ailleurs, après cela, l'Empire va très bien se maintenir, et les Grecs vont avoir une peur folle du retour des Perses. Et ça va dicter presque toute l'histoire grecque et la politique extérieure des Grecs, jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand. La peur des Perses, et pour mettre fin à la peur de cet empire, il faut aller y mettre fin. Progressivement, c'est l'idée qui va courir dans l'esprit des Grecs jusqu'à mûrir chez Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, et Alexandre va être celui qui va accomplir ce rêve. Mais ça, c'est bien plus tard. C'est 150 ans après, finalement, la Seconde Guerre médique. Et pendant 150 ans, en fait, cet empire perse, il va se maintenir. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire de tous les rois, mais sachez que, hormis quelques révoltes par-ci, par-là, parce que souvent on a dit, oui, après les premiers grands rois, ça a été la décadence de l'empire achéménide. C'est pas vrai. L'empire achéménide s'est bien maintenu au vu de sa taille. Évidemment, il a connu des révoltes, il a connu peu d'expansion après cela, mais il a stabilisé ses institutions, et progressivement, il a unifié des territoires qui jusqu'alors n'avaient jamais été unifiés. En fait, cet empire achéménide a préparé finalement la propagation de la culture hellénistique via les grands réseaux de communication qui étaient celui du monde perse. Mais comme les Perses ne cherchaient pas à imposer leur culture, eh bien, la culture perse, achéménide en tout cas, ne s'est pas implantée dans tous les territoires qu'elle avait dominés, bien qu'elle ait eu une influence artistique et architecturale importante, notamment des apports de l'Orient vers l'Occident. Voilà. Donc ça, c'est pour faire un point général sur cet empire perse. Alors, on m'a demandé, d'un point de vue organisation, j'ai déjà parlé des satrapies, j'ai parlé du roi des rois. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le roi des rois, il règne au nom de Ahura Mazda. Donc, pareil, je n'ai pas parlé de religion, les Perses sont des Mazdéens. Les Mazdéens, c'est une religion qui vient de Mésopotamie. C'est une religion assez intéressante, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette religion progressivement a évolué et elle avait un aspect très manichéen. D'ailleurs, Mani a été un des réformateurs de la religion zoroastrienne, puis la religion de l'empire sassanide. Donc c'est un des héritiers futurs de cet empire achéménide. J'en parle pas, excusez-moi, je vais vous embrouiller. Donc juste ce qu'il faut retenir, c'est que le roi des rois règne au nom de Ahura Mazda, qui est une divinité suprême, bénéfique, dont le but est de maintenir un petit peu l'ordre dans le monde, dans le cosmos, et de le maintenir face
aux forces du mal, et le roi des rois va être là pour permettre une sorte de pax achéménides, une paix des Perses, luttant face à des seigneurs cherchant à se révolter et donc à bouleverser cet ordre cosmique qui a été institué, bouleverser la paix pour le bien commun. Et l'expansion de l'empire de Darius, de Cyrus et de Cambyse avait comme but, originellement, c'était carrément dit, de dominer progressivement tous les peuples de la Terre pour ensuite faire une sorte de paix éternelle où on respecte toutes les coutumes de chacun, mais derrière l'autorité du roi des rois. Donc c'est un très beau rêve qui a été récupéré par la suite par Alexandre le Grand et par les Romains. Voilà. Donc ça c'est juste pour vous donner des grands éléments d'ensemble sur le roi des rois. Donc il est à la fois prêtre, mais il est aussi guerrier, puisque ce roi des rois doit mener ses troupes au combat. Alors, est-ce que j'ai parlé un petit peu de tout, coutumes locales? Eh bien, oui, je crois que j'ai parlé un peu de tout, de la plupart des points. Alors, évidemment, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'armée perse, mais vous imaginez bien que cette armée perse était monumentale. D'abord, elle s'appuie sur les Perses eux-mêmes, qui vont avoir en fait comme seule fonction dans l'État, dans cet immense empire progressivement, eh bien, d'avoir des petites seigneuries, des sortes de chevaliers qui vont avoir des fiefs dans l'empire, qui vont leur permettre de dégager des revenus leur permettant de s'équiper et de financer l'armement de troupes, et si possible de troupes perses ou mèdes. Mais parallèlement à cela, l'empire perse peut compter sur tous les rois qu'elle domine, notamment les seigneuries, les dynasties locales qui ont été maintenues, qui ont juré serment, qui prêtent fidélité au roi des rois, et qui finalement, autour de cette pax achéménides, ils vont pouvoir connaître un essor formidable. On peut se demander comment des dynasties ont pu accepter cette domination. D'abord, moyen coercitif, les Perses ont gagné, et après cela, ils ont les moyens de lever des armées bien plus impressionnantes que n'importe quelle petite dynastie locale, et surtout d'intervenir très rapidement grâce à un réseau de communication formidable. Notamment, il y a la route royale qui menait directement de Sardes à Babylone. Donc on a des grands chemins de communication, des grands chemins de communication fluviaux qui permettent au roi des rois rapidement d'intervenir en cas de révolte dans un territoire et d'écraser la révolte avec un maximum de moyens. Et finalement, les dynastes locaux vont préférer se rallier au roi des rois, déléguer un petit peu leur politique extérieure et accepter de lever des forces uniquement pour soutenir le roi des rois dans des campagnes extérieures. En échange de quoi, ils connaissent une prospérité sans précédent et qui va durer finalement quasiment pendant 2 siècles. Ce qui n'était pas du tout le cas avant cela en Asie mineure, puisque avant cela, il y avait des guerres incessantes entre tout un ensemble de petites royautés, de fiefs et de petits empires qui n'étaient pas aussi tendres que les Perses. Quand on parle par exemple des Hittites, des Assyriens ou même des Babyloniens, ce sont des empires qui étaient bien plus violents dans leur méthode que l'empire achéménide. Donc finalement, la flexibilité de cette royauté achéménide va lui permettre justement de se maintenir assez longtemps. Alors, flexibilité ne veut pas dire non-contrôle, notamment auprès des satrapes, parce que le grand problème, finalement, qui va se révéler être un des coups d'arrêt à l'expansion achéménide, puis même un reflux et à la disparition de cet empire achéménide, eh bien, c'est son immensité et c'est surtout le fait que les satrapes, progressivement, donc ces aristocrates perses, vont prendre le pouvoir dans leur territoire, qui sont finalement des royaumes, et progressivement, ces satrapes vont faire bande à part et essayer de devenir autonomes. Donc, pour les contrôler, tout de même, le roi des rois va envoyer ce qu'on appelle des inspecteurs, alors ce qu'on appelle les yeux du roi, qui partent avec des troupes d'élite, donc principalement des cavaliers, et qui parcourent l'Empire. Ces troupes d'élite lui permettent rapidement d'intervenir en cas de problème, et surtout, ils vont arriver sans prévenir les satrapes. Et les rois locaux vont pouvoir venir se plaindre auprès de ces inspecteurs royaux des mauvaises ou des bonnes gouvernances, donc généralement on ne se plaint pas d'une bonne gouvernance, des satrapes. Donc il y a quand même un contrôle qui est fait sur les satrapes, mais malheureusement ces inspecteurs vont commencer eux aussi à être corrompus, et progressivement cet empire va connaître plusieurs crises, et notamment aussi des crises dynastiques.
Puisque je parlais après-demain d'Alexandre le Grand, sachez que lorsque Alexandre commence l'invasion du monde perse, eh bien, le monde perse vient de connaître une grave crise dynastique. En fait, sur le trône, c'est Darius III, qui vient juste de prendre le pouvoir en 336, donc seulement 3 ans avant le début de la conquête d'Alexandre le Grand. Et Darius III, il est arrivé au pouvoir après l'assassinat de 2 de ses prédécesseurs par empoisonnement, empoisonné notamment par un eunuque de la cour royale, qui était un Égyptien, qui poussait à la révolte de l'Égypte. Égypte qui venait juste d'être reconquise. Donc, c'était une situation très difficile pour la dynastie achéménide, et Alexandre le Grand va profiter de ces dissensions dans l'Empire perse pour s'attaquer à ces derniers. Et malgré les dissensions de cet empire, eh bien Alexandre va avoir beaucoup de mal à le dominer. Et la seule manière qu'il va trouver de le dominer, et je vais en conclure là-dessus, ça va être de lui-même devenir roi des rois. Techniquement, cet empire achéménide n'a jamais disparu. C'est la dynastie achéménide qui a disparu. Mais Alexandre le Grand va récupérer cet empire pour fonder son propre empire sur les mêmes bases. Derrière ses successeurs, les Séleucides, vont conserver la dialectique de l'empire achéménide, et puis finalement, l'empire parthe, puis l'empire sassanide vont conserver tout cela. La vraie disparition de cet empire persan, ça va être la conquête arabe. Et encore, les Arabes eux-mêmes vont finir par déplacer leur capitale en direction du monde persan et vont être énormément influencés par le monde persan à l'époque abbasside. Donc finalement, cette Mésopotamie, cet Iran, depuis cet empire perse, est devenu un petit peu un centre culturel et politique qui a complètement changé l'histoire antique et médiévale. Voilà, merci de votre attention. Donc je vous dis à demain pour le live à 19h, on va pouvoir aller un peu plus en détail, parce que là, je m'étais fixé 30 minutes maximum, donc on approche de ce temps fatidique. Donc je vais m'arrêter là. Demain dans le live à 19h, on pourra parler un peu plus en détail de certains sujets qui vous intéressent sur l'Empire perse, et n'hésitez pas à mettre en commentaire l'aspect sous lequel vous voudriez que j'aborde Alexandre le Grand. Portez-vous bien!